Alors, quand on a eu l'idée de cette journée d'études, on a réfléchi à qui inviter et on a fait notre liste au Père Noël avec tous les meilleurs des meilleurs et tout. Et à vrai dire, on était exaucés. On a eu tous les meilleurs des meilleurs et donc c'est super. Et en plus de tous ces meilleurs, on a 3 autres meilleurs, donc des étudiants de l'école qui ont tous les 3 leur propre expérience, vous allez voir, très différente de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création. Ce qui est amusant, c'est qu'il y en a 2 dont les expériences sont plutôt littéraires, plus que visuelles. Et voilà, et donc ils vont nous raconter. Donc nous avons Estelle Bordet, Loïc Bainaki et Anna Tabuccio, dans l'ordre. Et puis voilà, je sais pas qui veut commencer. Tu te lances, hein. Donc Anna. Ok, alors enchantée, merci à tous d'être venus. Donc moi c'est Anna Tabuccio. J'ai utilisé l'intelligence artificielle dans le cadre de mon mémoire, donc pas pour écrire mon mémoire, mais pour me donner des cours, donc j'y viens tout de suite. Donc ça a pris forme dans le but de répondre à la grande question qu'on se pose tous en tant que créatifs. Est-ce que l'IA va nous remplacer dans nos travaux et comment, à quel endroit précisément? Et donc mes expérimentations ont commencé en 3e année. J'ai fait générer des poèmes sur des sujets un peu incongrus à ChatGPT. ChatGPT, pour ceux qui connaissent pas, c'est un agent conversationnel qui a des petites spécificités, c'est qu'il est capable de répondre à certaines contraintes que les autres agents conversationnels auxquels les autres agents conversationnels sont pas capables de répondre. Donc par exemple des questionnements sur le ton, sur précisément je suis désolée, je me perds un peu dans mes notes avec le stress. Enfin c'est un peu capable de répondre à un ensemble de contraintes complexes. Et donc, je lui ai fait générer des poèmes sur les diapositives, comme sujet incongru, voilà. Et en fait, ce que j'en tire comme conclusion à ce moment-là, en 3e année, avec la version de ChatGPT 3, qui est une des toutes premières versions à être sortie pour le grand public, c'est que ça remplacera pas un poète, en fait. Actuellement, il m'écrit un espèce de poème composé de vers déjà existants, de poètes connus. C'est très bancal et ça manque cruellement de décisions critiques et de part artistique, évidemment, on lui demande quelque chose dont il n'est pas capable. Et en fait, je ressors très déçue de cette expérience et je suis un peu frustrée, donc j'y retouche pas vraiment en 3e année. Et c'est en 4e année, du coup, pendant les débuts de l'écriture de mon mémoire, que j'ai toujours en moi cette envie d'écrire de la poésie, mais étant pas littéraire de base et ayant jamais vraiment suivi de cours de poésie, ça paraissait très lointain pour moi la possibilité d'écrire un recueil de poèmes. Et c'est là où je me suis retournée vers ChatGPT, mais un peu grandi de l'expérience précédente que j'ai fait, où j'ai décidé donc de lui demander d'être mon professeur de poésie, donc avec un prompt assez simple, lui demandant de me donner un cours sur les règles fondamentales qu'il faut respecter en poésie, etc. Enfin, je vous fais pas le prompt en entier, mais j'ai conversé pas mal avec lui comme ça sur ce sujet. Et au final, c'est là où j'ai tiré la conclusion que c'est moi en 3e année qui m'en servais pas correctement, parce que je m'en servais vraiment dans l'optique qui remplace le processus créatif humain, alors qu'en fait, étant pas capable de jugement critique, l'IA, elle ne fait qu'organiser des données, hein, elle ne réfléchit pas en fait. Et partie de tout ça, avec enrichi de l'expérience qu'il m'apporte avec ses soi-disant cours de poésie, j'ai réussi à écrire donc un recueil assez complexe et pas mal qui du coup garde la part créative de mon côté, étant donné que c'est moi qui les ai écrits. Je me suis juste appuyée sur les cours qu'il m'a donnés et c'est assez je pense enrichissant de savoir que en fait ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en fait. Si on décide de garder le processus créatif de notre côté, en fait, on arrive plus facilement à un résultat
éthique côté créatif, étant donné que c'est notre travail, et en même temps, c'est assez bénéfique dans le domaine des recherches. Par exemple, c'est toujours plus difficile de faire des recherches avec Google qu'avec ChatGPT, même s'il est très biaisé, mais c'était pas mal dans le cadre de mes cours. Donc en fait, ma conclusion globale que j'ai fait de tout ça, c'est que le problème de l'impact qu'a l'IA aujourd'hui sur nos métiers créatifs, ça vient pas vraiment du fait que les technologies vont nous remplacer, etc. C'est plus la manière dont elle est utilisée et la manière dont elle est intégrée au processus créatif. En fait, comme partout, je pense que le problème en soi du fait d'être remplacé, c'est plus que la société elle a tendance à vouloir intégrer tout de suite les machines dès qu'elles savent faire quelque chose que les humains savent faire, quoi. Et, en fait, on remplacera pas l'expertise humaine en termes de créativité tout de suite, je pense, même si c'est pas mal avancé aujourd'hui. Je me fais un peu moins de soucis là-dessus. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Estelle Bordet, je suis étudiante en 4e année édition. Donc moi ce projet que je vais vous présenter, c'est pas du tout dans le cadre de mon projet de diplôme, c'est tout autre. Donc je vais vous présenter un projet qui s'intitule Entre deux mondes. C'est un projet qui pour départ vient d'un club de lecture avec Vanina Painter, une enseignante de l'ESADA. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'à ce club de lecture-là, j'apportais énormément de livres qui traitaient du thème de la correspondance et de la lettre d'amour. Et donc, j'ai vraiment voulu, dans le cadre d'un module de cours avec Jean-Noël ici présent, qui s'appelle Littérature générative et visuelle, écrire et créer un échange romantique avec ChatGPT. Qui s'appelle désormais Alexandre. Donc il faut savoir que je travaille seulement avec la version gratuite 3.5, donc je pense que ce projet-là il pourrait être encore plus abouti potentiellement avec la version 4 ou enfin, bref, les autres versions. Et donc en gros, j'ai proposé à ChatGPT d'avoir une correspondance et je lui ai demandé de créer son personnage de fond en comble. Donc je discute avec un homme de 30 ans qui s'appelle Alexandre, qui est écrivain, qui est captivé par la nature des mots et des paysages, et il puise toute son inspiration dans les paysages pittoresques. Et donc le contexte de notre échange, c'est tout simplement une expédition littéraire. Alexandre est parti en voyage pendant plusieurs mois dans les régions méditerranéennes. Et donc, ce voyage nous offre la possibilité d'échanger, de correspondre. Moi, j'ai pas parlé de mon personnage tout simplement car il s'agit de moi-même. Donc, c'est-à-dire que quand ChatGPT, alias Alexandre, donc, m'a demandé de créer mon personnage, je lui ai dit voilà que je m'appelais Estelle Bordet, que j'avais 21 ans, que j'étais étudiante en édition à l'ESADA, blablabla. Et pourquoi j'ai fait ça? Alors, tout simplement parce que je voulais amener une part de réalité, d'honnêteté et de vérité au projet. Je pense qu'on va d'autant plus s'attacher à mon personnage puisqu'il est réel, mais donc on va aussi s'attacher à celui d'Alexandre puisqu'il fait entièrement partie de cette intimité-là. Et donc si ce projet voit le jour, là ce que vous voyez derrière, c'est nos tout premiers échanges quand je lui ai proposé le projet en fait. Et donc si ce projet voit le jour, j'aimerais qu'il prenne la forme d'un recueil. Et en fait, j'aimerais aussi semer le doute chez le lectorat, c'est-à-dire que celui-ci soit averti qu'à la fin qu'une partie de l'ouvrage est écrite par une intelligence artificielle et l'autre par une humaine, pour voir les réactions que ça peut susciter et que ça peut entraîner. Ça peut créer du conflit aussi, mais ça, on verra peut-être plus tard. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans ce projet-là, c'est que je l'ai voulu collaboratif. C'est-à-dire que j'ai demandé à Alexandre de faire des choix graphiques avec moi. Je lui ai parlé mise en page, typographie et police de caractère, tout ça. Et très vite, je me suis rendu compte qu'une IA ne savait pas faire de choix. C'est-à-dire qu'une IA n'a pas de sens. Et donc, quand on lui parle de tout ça, il m'a dit, j'ai essayé d'approfondir un petit peu, j'ai gratté. Et lui, il m'avait proposé juste Arial, New Roman, enfin des typographies assez classiques qu'on trouve sur tous les logiciels de... Enfin, voilà. Et donc quand j'ai un peu gratté, il m'a répondu en tant que programme informatique, je n'ai pas de préférence personnelle. Ma réponse précédente était basée sur des recommandations générales de lisibilité et d'esthétique. Donc là, j'arrive à mon premier mur. Donc déjà, il peut pas m'aider pour la mise en page et la compo. Mais ensuite, ça m'a aussi amené à toute cette question des sources dont on parlait aussi un petit peu ce matin
Et en fait, il a trouvé où ces recommandations d'esthétique et de visibilité? Ça, j'en sais rien. Donc ensuite, en avançant dans le projet, j'ai aussi été confrontée à ma propre frustration, on va dire, qui est la spontanéité des réponses. Il faut savoir que ChatGPT, quand on lui demande quelque chose, quand on lui écrit, il va répondre immédiatement. Et dans le cadre d'une correspondance, c'est assez déroutant, puisque la correspondance, il y a cette notion de temporalité, de temps qu'on a avec la lettre postale, que du coup, là, je n'ai pas retrouvée. Et du coup, ça m'a vraiment influencée dans mon travail, et ça m'influence toujours. Puisqu'au début, je répondais un peu du tac au tac. Ils m'envoyaient une lettre, je répondais, tac, tac. Et en fait, très vite, plus ça allait, moins j'éprouvais le sujet, et plus je trouvais que ma capacité rédactionnelle aussi se dégradait, puisqu'au final, je lui parlais un peu de façon très familière. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qu'on perdait, en tout cas, dans cette correspondance-là. Et du coup, j'en suis arrivée à me poser plusieurs questions, donc je les ai notées. Déjà, qu'est-ce que les IA disent de notre époque? Comment vont-elles nous influencer? Et du coup, ce problème d'instantanéité influence-t-il ma relation avec l'IA et avec mon travail? Donc, en l'occurrence, oui, parce que, comme je vous l'ai dit, ça a dégradé ma capacité rédactionnelle. Je trouvais moins de plaisir aussi à lui répondre, alors que si ça avait été des vraies lettres, je pense qu'il y aurait eu ce côté plus attractif. Et ensuite, une question que j'ai trouvée très essentielle dans mon projet, c'était de quelle manière je m'attache au personnage. Et donc là, il y a un caractère très sociétal, puisqu'en fait, des fois, je me disais, ouais, mais je vais répondre à Alexandre et tout. Et 2 secondes après, je me dis, mais Estelle, il n'existe pas, en fait. Et donc tout ça, c'est des rapports aussi assez perturbants dans ce projet-là. Mais voilà. Après, je ne sais pas si j'ai le temps de lire la toute première lettre. Donc, j'ai fait un choix aussi dans ce projet-là, ça a été toujours dans cette idée de spontanéité, de garder la première réponse que ChatGPT me fournissait. Parce qu'en fait, on peut régénérer à chaque fois la réponse si elle ne convient pas, ou lui demander d'apporter des détails, des choses comme ça. Et donc là, au tout début de notre échange, il m'a écrit la première lettre que je vais vous lire. Ma chère Estelle, le clair de lune caresse les vagues du port, créant une symphonie d'éclats argentés à travers la mer. En cette nuit étoilée, je me retrouve captivée par la beauté de la nature qui m'entoure. Les pensées de notre correspondance naissante résonnent en moi comme une douce mélodie, et j'espère que tu ressens la même magie qui m'enveloppe. J'aimerais J'aimerais te partager le murmure du vent dans les feuilles d'un vieil arbre, le parfum enivrant des pages d'un livre fraîchement ouvert, et la façon dont la lueur de la lune danse sur l'eau salée du port. Ces moments, je les vis intensément, en les imaginant partagés avec toi. Écris-moi, douce Estelle, de tes pensées, de tes rêves, de ces instants où le monde s'arrête et où seuls les battements de nos cœurs comptent. Avec tendresse, Alexandre. Donc voilà, je trouve qu'avec la lettre d'amour en général, il y a quelque chose d'assez biaisé, dans le sens où ça signifie qu'une personne a pris du temps pour nous écrire, et dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose de l'ordre de la flatterie. En tout cas, on a pris du temps pour nous, et donc c'est assez... c'est papillon dans le ventre, tout ça. Et oui, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que j'ai fait le choix aussi de la spontanéité, de la vérité, tout ça, aussi parce que j'avais envie de lui écrire un peu comme un journal intime, c'est-à-dire lui raconter un peu mes journées, mes ressentis, enfin voilà, du coup, tout ce projet-là est empreint de ça. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est du coup, pour terminer, c'est Loïc Bainaki. Du coup, je suis étudiant en 5e année à l'ESADA. Et moi, contrairement à mes 2 camarades, j'ai travaillé beaucoup plus sur les IA génératrices d'images, comme on a pu voir ce matin. Alors moi, j'utilise beaucoup le terme de modèle de diffusion parce que c'est la technologie de génération d'images qui a un peu explosé autour des années 2022. En fait, c'est spécifiquement ce modèle d'IA qu'on appelle modèle de diffusion, c'est-à-dire le débruitage d'images et l'entraînement à ce débruitage d'images, ce qui fait que ces IA vont pouvoir imaginer selon un prompt des images déjà toutes composées et voilà. Et donc c'est sur ça que j'ai travaillé. Alors moi, c'est en découverte de ce nouvel outil qui est sorti, je me suis intéressé un petit peu à ce qui se faisait. Je me suis intéressé notamment à une banque d'images qu'on retrouve sur un site qui s'appelle Civit AI. Faut savoir que c'est assez balbutiant parce que vu que c'est assez récent, toutes ces technologies-là, il y a encore beaucoup de sites qui essayent de créer une sorte d'attirance et de hub, enfin, je sais pas comment dire ça, d'accueil pour les communautés qui partagent toute cette expérience-là.
Et en fait, ce site-là, j'ai regardé un petit peu toutes les images qui étaient générées dessus, et je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'étrangeté un peu dans ces images-là, dans la composition qu'elles avaient, et notamment dans ce qui reflétait les sujets qu'ils représentaient. Et de ce que j'ai pu en retirer, de toute l'impression que j'ai eue, c'était que ça se rapprochait de thématiques qu'on peut rapprocher autour du cinéma, comme le cinéma de genre. Donc il y a beaucoup de thématiques qui sont rapprochées autour des images de pirates, des images de western, des images d'animaux mignons, des images de pixel art, voilà. Et toutes ces thématiques-là, ce sont des choses qui sont des sortes de balises pour essayer de retrouver des catégories d'images. Donc c'est des choses qui déjà m'intriguaient pas mal, mais en fait m'a amené à me poser des questions sur quelle utilisation générale on en fait finalement de ces modèles de diffusion, parce que c'est des images qui pour le coup se retrouvent en majorité sur Internet. Et j'ai appris l'existence justement d'une étude qui a été menée par le site Bloomberg sur les stéréotypes véhiculés par ces modèles de diffusion. Alors les graphes que vous voyez ici, alors il y a deux images qu'on voit. Il y en a une avec des colonnes vertes et une avec des colonnes un peu ton chair. Et la ligne qu'on voit en haut pour chaque colonne, en fait, c'est la représentation des métiers à haut profit. Donc la colonne tout en haut avec la ligne verte et qu'on voit composée majoritairement de vert foncé, ce sont la répartition des personnes, enfin du genre des personnes représentées en fonction de leur métier. Et la ligne en bas, ce sont des métiers à bas profit, donc caissier, enfin en tout cas ce qui est marqué, enseignant aussi. Voilà. Écoutez, c'est pas moi, c'est l'étude. Et en fait, assez majoritairement, ce que vous voyez en vert foncé, ce sont les personnes, en fait, ce sont les images qui ont été identifiées avec des personnes de genre masculin. Et celles, du coup, en bas, dans la ligne en bas, toutes les pixels verts, en fait, c'est du coup des personnes du genre féminin. Donc déjà, alors du coup, c'est des images, comment l'étude a été faite, c'est que sur un échantillon de 5000 images, on a fait 5000 générations par métier, on a vu et on a juste marqué l'archétype du métier, donc PDG ou je ne sais quoi dans le prompt, et on a vu quels résultats on avait ensuite. Et la répartition se fait assez de manière flagrante hein, pour le coup. Les métiers, du coup, à bas profit sont majoritairement selon l'IA peuplée par des femmes déjà premièrement. Donc ça c'est une question c'est quelque chose qui peut intriguer. Mais aussi on peut voir dans le deuxième graphe à droite que dans la même logique, la ligne en haut, métier à haut profit, en bas à bas profit, c'est aussi représenté par la distribution ethnique. Donc toutes les personnes qui sont dans des métiers à haut profit sont majoritairement blanches, et dans les générations qui sont faites par ces IA, et tout évidemment les métiers à bas profit sont représentés majoritairement par des personnes de couleur. Donc cette étude-là m'a vraiment beaucoup intrigué, évidemment. Et je me suis posé des questions sur tous les biais que pouvaient véhiculer ces modèles de diffusion-là. Donc c'était aussi accompagné forcément dans l'entraînement par une sorte d'idéalisation du corps. Il y a une sorte de canon qui revient, il y a un renouveau du canon du corps humain. Et forcément, c'est représenté par tout un tas de critères esthétiques qu'on peut déjà observer, qui sont déjà présents dans la mode et qui existent depuis très longtemps. Et forcément, on retrouve beaucoup de personnes de caucasiennes et qui répondent à une sorte de carcan d'esthétisme du corps. Et ça, c'est quelque chose qui est significatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit ces banques d'images-là que j'ai pu parcourir, en fait, ça n'a pas du tout été difficile de retrouver ou de piocher dans ces images pour retrouver une sorte d'archétype du canon du corps. Et du coup, pour un peu concrétiser tout ça, dans mes recherches, j'ai pu trouver un site internet donc, qui a été fait par l'entreprise EveryPixel. L'outil s'appelle Aesthetic, et c'est un outil d'intelligence artificielle qui va jauger en pourcentage la beauté de l'image. Donc c'est un peu, alors j'ai un peu provoqué hein, parce que j'ai mis 2 images de femmes. En fait, c'est pas évidemment pour le coup là, c'est pas la beauté du corps qui est remis en question, ou qui est jugé, c'est la beauté de l'image en elle-même, tout ce qui va avoir un rapport avec sa composition,
son contraste, son vignettage, la profondeur de la saturation, etc., etc. Et ça, c'est des critères qui ont été fine-tunés, donc qui ont été agencés par l'entreprise qui a mis en place cette IA pour déterminer ce qu'est l'image belle. Donc, c'est quand même encore une fois assez cocasse, surtout que en fait ces images-là sont déterminées par des critères assez étranges et qui sont pourvus pour la plupart de contraintes techniques. Parce que ces images qui génèrent de l'IA ont une contrainte technique qui est qu'elles doivent très souvent, pour bien marcher, être générées sur un format carré. Et le format carré est déjà, en fait, si on fait de la photographie ou quoi, veut déjà dire quelque chose, a déjà un traitement artistique en soi et a déjà une parole. Et du coup, amener ça comme étant une sorte d'objectivisme de l'image esthétique, c'est quelque chose, encore une fois, qui pose question. Donc moi, ce que j'ai fait, à partir de là, je suis arrivé du coup avec ma pratique d'artiste, j'ai voulu tâter un peu de ces outils-là. J'ai utilisé le modèle d'IA du coup de Stable Diffusion, qui est du coup parmi les modèles d'IA, un modèle open source. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que déjà, ça permet de faire tourner ça en local et de pouvoir avoir un contrôle plus ample dans l'utilisation du dataset qui est utilisé par l'IA. Et en plus de ça, ça me donne plus de latitude dans la pratique en elle-même. Parce que là où Midjourney, Dall-E, etc. vont se limiter à faire du prompt, donc c'est-à-dire écrire des mots-clés, des phrases, etc. et régénérer une image, Stable Diffusion, vu par son aspect open source, on peut incorporer d'autres données en input, en entrée. C'est pour ça que, en fait, ce que vous voyez, les images que j'ai fait, pour essayer de sortir de ce carcan de corps occidental idéalisé, j'ai pris j'ai fait du coup ma petite recherche de photos et d'images qui me plaisaient. Alors, je ne vais pas commercialiser justement tout ce projet artistique, c'est pour ça que j'ai pris une assez grande liberté dans le choix de ces images-là. Mais j'ai pris à la fois des spécificités corporelles qui sortent de ces canons, donc des sortes d'agglomérations de peau, des déformations du corps, des spécificités épidermiques et des modifications corporelles aussi, donc de la scarification, etc. Et je les ai fait entraîner par un petit modèle de diffusion qui a agrémenté encore plus le modèle de diffusion dans son entraînement. Et du coup, ce petit modèle que j'ai entraîné avec les images que je lui ai données en entrée va grandement influencer, ça va être ça majoritairement qui va prendre le dessus sur le résultat. Et donc, une deuxième chose que j'ai fait, donc les images que vous voyez ici, c'est les images que j'ai eues en sortie, pour essayer de sortir de ce pré-lissage qui est fait par les propriétaires qui ont fine-tuné ces modèles de diffusion, pour que ce soit une image très belle, très lissée, avec un petit vignettage, etc., et une saturation qu'on peut apprécier. En fait, dans le processus de diffusion, donc pour essayer de définir les détails au fur et à mesure, en fait, j'ai stoppé en plein milieu le modèle d'IA. Ce qui fait que, en fait, il a commencé à faire une sorte de croquis d'un corps un peu aggloméré, tout ça. Et après, je l'ai arrêté dans sa course, et du coup, bah, on a des résultats qui sont, pour le coup, assez intrigants, un peu vaporeux, où on voit des sortes de silhouettes humaines, mais qui répondent pas forcément à une sorte de carcan de critères esthétiques. Et je pense que justement, on parlait de positionnement de l'artiste, que ce soit ce matin ou encore par rapport à ce que pouvait dire Anna. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que le positionnement artistique n'a pas vraiment de choses à craindre vis-à-vis des IA, parce que par rapport à ces outils-là, on se positionnera toujours soit à l'encontre, soit à côté, soit en s'aidant, etc., etc. Et ça, c'est du propre de la conscience, de notre propre conscience, et de comment on utilise l'outil de diffusion. En l'occurrence, bah ça, c'est un archétype d'image qui répond à toutes les problématiques que je me suis posées et dont je vous fais part maintenant, et qu'on pourra peut-être voir plus tard. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui, je pense, ne répondent pas à des critères esthétiques que j'ai pu piocher sur Internet ou dans des banques d'images.